Nous sommes maintenant avec M. Jean-Claude Rochelot, qui est nouvellement maire de la municipalité du village de Val-David. Monsieur Rochelot, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Je dis nouvellement, mais ça fait déjà quelques mois, ça fait en fait un tout petit peu plus que 100 jours, et vous avez justement profité de ce temps-là pour faire votre bilan de vos 100 premières journées. Il y a quelques sujets intéressants qui ont été abordés là-dedans. Le premier, et je pense que c'est le plus important dont j'aimerais traiter, c'est que vous mentionnez une situation financière délicate, fragile, un petit peu difficile dont vous avez hérité. Voulez-vous un petit peu commencer par élaborer sur cela, s'il vous plaît? Ben, disons qu'au niveau de la dette de Val-David, donc on a une dette quand même qui est relativement élevée, donc à 30 millions. C'est ce qu'on avait au 31 décembre 2024. Donc, disons, les marges de manœuvre qu'on nous a laissées sont pas très élevées. Donc, par rapport au surplus, ces choses-là. Donc, il faut composer avec un budget parce que dans l'engagement qu'on avait pris, c'est de limiter les hausses pour les citoyens. Donc, en tenant compte de cette perspective-là, ben, le fait on n'a pas laissé beaucoup de surplus dans les coffres, ben, Mhm. ça fait en sorte que nos marges de manœuvre sont assez minces là, actuellement. Donc, tout travail qu'on fait ou chose qu'on veut faire en surplus demande des hausses de taxes si on veut les faire. Est-ce qu'il existe un ratio dette-budget qui serait indicateur de la santé financière d'une municipalité? Par exemple, vous dites que votre dette s'élève à peu près 30 millions, votre budget est autour de 18, je crois, 15-18, c'est-tu 18 ou 15, 15? 15 millions. 15? 15 Ouais. millions. Donc, est-ce qu'il y a un ratio qui existe qui pourrait être indicatif de cela? Il n'y a pas vraiment de ratio qui existe, mais disons que si on prend, mettons, avec une dette de 15, mettons qu'on a un chiffre des revenus de 15 millions, normalement, là, on devrait se situer à peu près avec une dette pour faire une bonne gestion saine, là, à environ en- à peu près 22 millions, là. Et actuellement, on est à peu près à 30. OK. Mais on a aussi des dossiers qui s'en viennent, comme le dossier de la Sapinière. Mhm. On a le dossier de la nouvelle école qui va demander des investissements au niveau des routes et infrastructures. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans notre gestion budgétaire. Vous avez mentionné la sapinière, rentrons dedans tout de suite. Vous avez déposé un chèque ou un montant de 1,8 million de dollars à la Cour qui sera ensuite versé aux propriétaires. Vous avez mentionné que c'était une décision responsable pour éviter des frais juridiques encore plus importants. Pouvez-vous, s'il vous plaît, juste expliquer aux téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec le dossier comment cette décision qui coûte 1,8 million de dollars, en réalité, risque de vous sauver de l'argent, s'il vous plaît. Ben, si, quand on regarde au niveau de la loi sur les expropriations, la loi nous obligeait à payer un montant, ce qu'on appelle un montant provisionnel à la propriétaire. Donc, c'est un montant qu'on doit verser qui est 70 de la valeur de l'évaluation qui avait été faite par la municipalité par rapport au terrain de la Sapinière. Donc, on avait 2,6 millions d'évaluation. Le terrain ou le bâtiment ou les deux? Les terrains, les terrains comme tels. OK. Ouais. Donc, on avait une évaluation de 2,6, donc 70 de ça, donc ça donnait 1,8 million qu'il fallait verser en montant provisionnel. Ce qui fait qu'il reste après ça, ça c'est une première étape. Et la prochaine étape, ben, c'est de regarder à régler l'expropriation totale. Donc, qui est l'ensemble du dossier, qui sont les dommages qui ont été causés à la propriétaire et autres dépenses là, qui sont prévues dans la loi d'expropriation. Et tout ça va faire l'objet, là, on est actuellement en discussion avec nos évaluateurs, nos experts qu'on a, puis ceux de la Sapinière, pour essayer de voir un peu où chacun se situe et quel est l'écart entre les parties.
Donc, ça va être l'autre partie, l'autre chose à régler. C'est des séances de négociation qui sont prévues pour arriver à une entente, c'est bien ça? Hein? Oui, ça s'en vient. Là. Là, on a les urbanistes là, qui travaillent actuellement au dossier, donc ils sont en train de faire toutes les évaluations avec nos évaluateurs pour nous produire un dossier. Et lorsque ce sera prêt, ben, ça va faire l'objet des discussions. Mais il y a aussi là-dedans, et c'est pour ça que nous, on veut faire une négociation globale pour régler le dossier, parce qu'il y a aussi des poursuites en dommages qui ont été intentées contre la municipalité de 7,5 millions. Donc, nous, on veut négocier pour régler l'ensemble du dossier. Parce que si on ne s'entend pas et on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente, c'est un juge du tribunal administratif qui va décider de la valeur à payer. Donc, mais si ça arrive, ça règle juste l'expropriation, mais ça ne règle pas les poursuites en dommages parce qu'eux sont devant une autre cour qui est différente, qui n'est pas la même. Okay. Donc, quand les gens reçoivent leur compte de taxes annuellement, ils regardent l'augmentation, ils regardent le pourcentage, ils regardent le montant, et ils voient cette augmentation-là comparativement à l'année précédente. Et donc, les gens savent que le coût de leur vie augmente. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que le coût de la vie d'une municipalité augmente également. Les municipalités, les dépenses augmentent au même rythme que l'inflation et que l'IPC, et souvent plus rapidement encore parce qu'ils sont régis par la loi des cités et villes qui fait en sorte que lorsqu'ils vont en appel d'offres, c'est le plus bas soumissionnaire conforme, mais il n'y a pas le droit de négociation à moins qu'il y ait un soumissionnaire conforme. Et là, on peut négocier. Donc, c'est extrêmement difficile de limiter l'augmentation des coûts pour une municipalité. Les grosses dépenses, on les connaît, la sapinière, l'école, on les voit venir. Mais les petites dépenses au quotidien, dans l'équipement, dans l'électricité, dans l'essence que ça coûte pour opérer les véhicules de la ville, tout ça s'accumule. Donc, expliquer aux citoyens ou tenter de leur faire comprendre à quel point c'est complexe et à quel point le coût de la vie d'une municipalité augmente quasiment plus rapidement que le coût de la vie d'un résident, s'il vous plaît. Oui. Bien, ce qu'il faut tenir compte aussi dans ce que vous avez énuméré, c'est qu'il y a les organismes supramunicipaux. Oui, je vais en parler donc, aussi. Qui sont, donc, on doit payer notre quote-part là-dedans, que ce soit au niveau des policiers, des pompiers, de la MRC. Combien de quote-part est-ce que la municipalité de Val-David paye? Ben, notre quote-part, elle est quand même, je n'ai pas le chiffre exact, mais vous savez, vous voyez l'augmentation cette année pour les organismes supramunicipaux là, représente 27% de la hausse du budget. Donc, c'est quand même une part importante. Donc, moi, quand je regarde le budget de la municipalité, là, actuellement, si je regarde ce qu'on faisait en 2025 par rapport à 2026, pour faire le même genre d'activité qu'on avait, là, j'en rajoute pas, là, je vais vraiment à ce qu'on a. Les revenus qu'on a, ça équivaut aux dépenses que nous avons. À ça, on doit ajouter la quote-part qui se rajoute, donc dans notre montant. Et il faut aussi tenir compte que, comme vous dites, tout augmente. Hein. Que ce soit n'importe quelle des choses que la municipalité fait, que ce soit de l'achat du sel, du sable, que ce soit dans les matériaux. On paye souvent plus cher même que ce qu'un citoyen pourrait payer lorsqu'il va faire acheter ses matériaux ou ces choses-là. Donc, ça, c'est des coûts là, qui sont là et qu'on doit. Et il y a aussi les travaux urgents là, qu'on doit réaliser. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait essayer de limiter les hausses de taxes. Donc, on est allé vraiment à ce qu'on faisait, quote-part, et des projets essentiels là, qu'on avait catégorisés dans les priorités 1 à faire. Et ce qui a donné une hausse de taxes à peu près entre 4,9 et 5,5 d'augmentation pour les citoyens. Donc, et on a vraiment été on n'a pas fait de dépenses excessives. On est vraiment à l'essentiel de ce qu'on peut faire comme municipalité dans les services qu'on doit rendre aux citoyens. Là. Quand allez-vous recevoir les résultats d'études d'Asselin Giguère? Pardon? Quand allez-vous recevoir les résultats ou les
les conclusions du diagnostic d'Asselin. C'est-tu Asselin Giguère que vous avez contracté pour… Ah, il y a deux choses qu'on fait. J'ai demandé d'avoir un état des lieux des finances. Oui, Donc, ça, c'est la firme Asselin Green Green, pardon. qui fait cette analyse-là des états. Donc, ils sont en cours de travaux actuellement. Et on a aussi lancé un diagnostic organisationnel avec l'aide d'une personne de l'Union des municipalités du Québec qui fait le diagnostic actuellement. Ça aussi, c'est pour devoir un peu, le diagnostic, c'est pour voir un peu l'état de notre organisation. Est-ce qu'on a assez de monde, pas assez de monde? Est-ce que c'est les bons postes ou est-ce qu'il nous manque des postes à certaines places? Donc, c'est ce qu'on va regarder avec le diagnostic organisationnel. J'ai pas pris le temps de regarder votre plan triennal d'immobilisation, mais vous avez mentionné il y a quelques minutes qu'il va y avoir des travaux à faire sur les bâtiments municipaux. Vous avez aussi mentionné certaines urgences sur des bâtiments. En avez-vous? Ou est-ce que dans la prochaine année, 2, 3 ans, est-ce que dans le PTI, il y a des interventions d'urgence qui sont prévues ou c'est plus des interventions de maintien? On en a de prévu en 2026. On a prévu des travaux d'urgence là, pour, je pense, c'est un demi-million là, de dollars qu'on a de prévu pour des travaux où on doit régler des problèmes d'infiltration d'eau, que ce soit au niveau là, de structurel aussi. Donc, il y a eu un gros laisser-aller dans l'état des bâtiments. Je parle de l'ensemble des bâtiments, que ce soit au niveau de la mairie. On voit que la bâtisse a besoin de travaux assez rapides. Il y a le garage municipal aussi qui est en très mauvais état aussi, là, qu'on doit faire des travaux d'urgence dedans pour rencontrer les normes de la CSST. Et il y a les autres bâtiments aussi, comme la salle communautaire, le presbytère dans lequel on a des bureaux aussi. Donc, l'ensemble des bâtiments, là, il y a eu un laisser-aller là, des dernières années et on doit essayer de commencer à récupérer au travers de ça. Donc, dès cette année, on injecte de l'argent pour faire des travaux, pour conserver les bâtiments, pour pas qu'ils continuent de s'endommager. Et après ça, on va injecter de l'argent pour améliorer les bâtiments et regarder, voir nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin comme bâtiment? Exemple, on est en train de regarder, est-ce qu'on maintient ce garage-là qui demande beaucoup de travaux ou on veut regarder pour un nouveau garage municipal aussi? Donc, Convertir un bâtiment existant ou prendre un lot vide, en construire un de zéro? Est-ce que toutes les options s'offrent à vous ou votre situation? ça serait probablement de prendre, c'est soit qu'on rénove celui qu'on a là pour essayer de le remettre aux normes, ce qui coûterait quand même beaucoup de sous, ou encore de bas. Pardon? Parce qu'en ce moment, il n'est pas aux normes? Ben, on doit l'ajuster parce que la CSST nous demande de faire des modifications dedans. Il y a de l'équipement aussi qui est désuet à l'intérieur qu'on doit changer. Le système de ventilation, entre autres, exemple là, pour le garage. Il y a eu des travaux structurels aussi qui ont été faits. Mais il y a aussi, si je prends la mairie, ben, la mairie, il faut regarder ce qu'on fait avec notre mairie. Est-ce qu'on conserve celle-là? Est-ce qu'on agrandit? Parce qu'on commence à être à l'étroit, là. La municipalité grossit, hein, fait que, donc, on a besoin de personnel additionnel aussi. Puis, Est-ce que le bâtiment de l'hôtel de ville est classé patrimonial? non, non. OK, donc vous n'avez pas ce casse-tête-là. Non, on n'a pas de bâtiments à Val-David qui sont classifiés comme des bâtiments patrimoniaux, là. Il n'y en a pas. C'est quelque chose qu'on veut regarder parce qu'on a vraiment des beaux bâtiments qui datent du début des années 1900, là, donc qu'on voudrait conserver. Donc, on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là aussi là, pour la conservation. Là. Ouais. Le maire d'une ville ou d'une municipalité a plusieurs responsabilités, l'une étant ce dont on vient de parler, donc la gestion financière, donc le contrôle, garder de haut tout ce qui se passe et prendre des décisions difficiles au niveau du budget. L'un des autres rôles d'un maire d'une municipalité ou d'une ville, c'est d'aller à la rencontre des citoyens, de leur parler, de savoir ce qui les touche, de connaître les enjeux qui les inquiètent et de trouver des solutions plus directes à cela. Vous venez d'annoncer que vous allez commencer à faire des cafés-rencontres le 3e dimanche de chaque mois. Donc, clairement,
pour vous, c'est très important d'aller directement à l'encontre des résidents et d'être dans leur proximité pour les entendre. Parlez-moi donc, s'il vous plaît, de cette décision-là et aussi de l'importance que revêt pour vous le fait d'être proche de vos résidents et de les entendre, s'il vous plaît. Bien, disons que quand on regarde les structures municipales, puis je vais prendre l'exemple d'une réunion de conseil municipal. Donc, on a à chaque mois qui est citoyen. Donc, c'est un forum qui est privilégié où on a la chance d'avoir les citoyens qui viennent nous poser des questions, qui viennent nous exprimer leurs problématiques, ces choses-là. Mais souvent, il y a beaucoup de citoyens qui ne viennent pas parce qu'ils trouvent ça trop formel. Il y a des caméras, c'est filmé, il faut qu'ils viennent au micro se présenter. Et c'est beaucoup plus difficile pour des personnes de venir à ces séances-là. Donc, pour moi, c'est important de garder le contact, d'être près des gens. Donc, j'ai décidé de mettre en place les cafés rencontres. Donc, le premier, c'est dimanche qui s'en vient, donc le 22. Donc, on va faire notre premier café rencontre. Et là, c'est vraiment une formule informelle où les citoyens vont pouvoir poser les questions qu'ils veulent, nous apporter leurs problématiques, s'ils ont des problèmes de régler soit les enjeux qu'ils ont de leur côté. Et nous, on va répondre aux questions des citoyens. C'est vraiment libre et informel là, comme tel. Là. Donc, c'est moi, je trouve ça un beau forum et un beau moment important là, d'avoir ce contact-là privilégié avec les citoyens. Là. Exactement. Puis, un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le fait que votre conseil municipal et vous avez adopté à l'unanimité une résolution au niveau de l'abolition du programme de l'expérience québécoise et des restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. Cela a été fait à la dernière séance du conseil municipal. Expliquez aux gens qui nous écoutent en quoi cela consiste et pourquoi vous avez pris la décision d'adopter cette résolution-là, s'il vous plaît. Ben, disons, on a beaucoup de travailleurs. Nous, on est un lieu au niveau très touristique. Donc, on a beaucoup de travailleurs immigrants qui travaillent dans les hôtels, dans les restaurants, dans les différents commerces qu'on a. Et je regardais les chiffres parce que hier, on était en réunion à notre MRC. Et dans la MRC des Laurentides, il y aurait, si on ne fait rien, il y a 89 travailleurs qui pourraient être expulsés. Donc, c'est 89 personnes qu'on aurait pu dans les différents, soit dans les hôtels, dans les différents services qu'on offre en tourisme. Donc, c'est quand même important, là. Puis, il fallait dire au gouvernement, ben regardez, là, vous ne pouvez pas nous faire ça parce que vous mettez à risque de toute les municipalités qui offrent qui fait des offres de services en tourisme. Donc, il faut vraiment nous permettre qu'il y ait des clauses grand-père pour garder ces gens-là ici et qu'on puisse regarder après ça, voir comment on peut mieux contrôler, si on veut, au niveau... Clause grand-père, vous voulez dire un droit acquis? Oui, une clause de droit acquis, là, que les gens puissent rester ici, puis qu'on puisse les garder là, pour nos industries ici autour. Là. Donc, ça, c'est important. Là. La présence de ces 89 travailleurs-là dans la MRC et leur rapport à leur entreprise, c'est certainement un enjeu économique, mais leur expulsion représente également le potentiel d'un enjeu communautaire. Donc, ce n'est pas juste leur contribution à l'économie que nous perdrions, c'est beaucoup plus que ça. Parlez-moi un petit peu, s'il vous plaît, de cet apport additionnel autre qu'économique que vous dites ces 89 personnes pourraient apporter à la communauté, ou apportent à la communauté, en fait. Ben, ces personnes-là, ils se sont intégrées dans ici au Québec. Donc, la plupart parlent tous français. Ils ont aussi des familles. Ça, c'est important. Ils ont des enfants qui vont dans nos écoles. C'est un beau partage de culture, donc il est le fun à avoir. Et tous ces échanges-là qu'on a avec ces gens-là qu'on perdrait, ça, c'est vraiment c'est une perte quand même assez importante, là, je trouve, là, autre que si on parle des postes de travail, ces choses-là, mais
toute la part de ces gens-là qui viennent ici vivre au Québec, ben, c'est riche en culture, donc c'est le fun de les avoir ici puis de partager avec eux. Donc, moi, pour moi, cette partie-là est quasiment aussi importante que la contribution qu'ils ont au niveau des emplois là, qu'ils occupent, là. Vous avez mentionné que les enfants de ces personnes-là vont dans vos écoles. L'école de Val-David, gros dossier. Oui. Pouvez-vous un petit peu explorer le sujet avec nous brièvement, parce que c'est une chose dont on pourrait parler pendant plusieurs heures, mais juste nous faire un topo de ce qui s'est passé et de ce qui s'en vient. Ben, en fait, le dossier de l'école, on sait, allait de l'avant jusqu'à temps que le gouvernement décide de couper les argents pour les nouvelles écoles. Donc, ce qui a gelé le projet d'école à Val-David. Donc, là, on a continué. Moi, depuis que je suis arrivé en poste, c'était une priorité aussi, hein. C'était parmi mes premières priorités, la sapinière et l'école. Et parce l'école va être située ici, terrain de la sapinière. Donc, et nos écoles ici à Val-David ont besoin, on est surchargé, on a trop d'élèves dans les écoles, donc on est obligé de subdiviser des classes actuellement, prendre des parties de gymnase pour faire de l'enseignement aussi. Donc, il y a un réel besoin là, d'avoir une école à Val-David. Et pour nous, ça, c'est un dossier qui est quand même prioritaire. Et on a continué depuis le 2 novembre. Moi, depuis que je suis rentré en poste, j'entretiens des discussions avec le Centre des services scolaires, avec le comité de parents aussi pour une nouvelle école. Donc, on essaie de regarder, voir comment on peut faire progresser ce dossier-là et convaincre le gouvernement d'injecter des sommes d'argent pour nos écoles ici à Val-David. Et tout le monde collabore ensemble. On a même prévu de faire une intervention publique avec les parents Okay. et nous au niveau de la municipalité, donc ensemble, de faire une sortie là, publique pour démontrer au gouvernement comment c'est important d'avoir une école ici à Val-David, là. J'aimerais pivoter un tout petit peu, parler plus précisément de vous. Vous avez travaillé longtemps dans le milieu énergétique. Vous avez aussi travaillé dans le milieu culturel. Je trouve Oui. ça intéressant et curieux en même temps parce que j'ai de la difficulté à imaginer deux milieux pardon, plus diamétralement opposés. D'un côté, l'énergie, de l'autre côté, la culture. Ce pas deux choses qui vont ensemble naturellement. Parlez-moi un petit peu de cette transition qui a été faite, des raisons pour lesquelles vous avez fait cette transition, ou est-ce que c'est juste une belle opportunité qui s'est présentée et que à laquelle vous ne pouviez pas dire non? Ben, disons que moi, c'est ça, je travaillais dans le milieu énergétique et j'étais négociateur national. Donc, là, on négociait des conventions collectives au travers le Canada. Mhm. Donc, j'étais là-dedans pendant de très nombreuses années et j'ai pris ma retraite lorsque j'ai annoncé ma retraite, je suis parti à ce moment-là du milieu énergétique. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler comme directeur général pour l'Association des techniciens en cinéma télé, donc l'ACTIS, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, peut-être presque 6 ans, là, avec l'ACTIS comme directeur général. Et c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais me réorienter, aller voir d'autres choses. Moi, je suis une personne curieuse qui aime apprendre de nouvelles choses et je trouvais que c'était une belle opportunité, là. Je pouvais encore donner et je pouvais encore contribuer. Donc, c'était pour moi une étape importante. Puis, on m'a offert un poste de choix et qui me permettait vraiment d'aller dans le milieu artistique. J'ai appris beaucoup. C'était super intéressant. Le milieu cinéma-télé, là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Des belles rencontres, des belles échanges avec les gens. Donc, ça a permis de développer d'autres connaissances de ce côté-là. Mais moi, je n'arrête jamais. Donc, j'ai pris ma retraite de l'actis en 2017. Et ben là, me voilà à la mairie, donc encore dans une nouvelle expérience pour continuer à apprendre de ce côté-là. Est-ce que vous croyez que ce sont plus les leçons acquises dans le milieu énergétique ou dans le milieu culturel qui vous serviront dans votre nouveau rôle politique? C'est un peu tout ça, parce que dans le milieu énergétique, je faisais beaucoup de négociations. Donc, la Exact. négociation m'aide beaucoup
même aujourd'hui, en étant maire. Donc, ça me permet tu sais, on a beaucoup d'interventions, de négociations à faire dans notre milieu. Le milieu artistique, ça m'a permis, ben, je suis à Val-David, donc c'est un milieu où la culture est très présente. Donc, la connaissance du milieu culturel, le fait que j'ai siégé à différentes tables à cette époque-là m'a permis de bien comprendre le milieu de la culture. Donc, tout ce travail-là combiné, aujourd'hui, ça me sert dans mon travail que je fais comme maire de Val-David. Avez-vous été impliqué en 2013 dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans le cas qui impliquait le syndicat pour lequel vous avez travaillé contre c'était une entreprise de papier au Nouveau-Brunswick. Vous étiez plus au syndicat à ce moment-là, n'est-ce pas? Ou Non, l'étiez-vous encore? non. Puis moi, j'étais vraiment dans le secteur là, pétrolier à Ah, OK. l'époque. Donc, vraiment, tout ce qui était pétrole, gaz, ces choses-là. Donc, c'est là-dessus que moi, je négociais les conventions collectives. Mhm. Quand êtes-vous arrivé à Val-David en tant que En résident? 2000, on a acheté, en fait, ça fait plusieurs années qu'on vient à Val-David. On était Vous des étiez gens qui villégiateur venaient d'abord. plus les fins de semaine, on louait des chalets, ces choses-là. Mais quand j'ai pris ma retraite en 2017, un peu avant, en 2014, j'ai acheté ma maison à Val-David et on a décidé de s'établir à Val-David et que c'est là qu'on prendrait notre retraite. Donc, depuis ce temps-là, on est ici. Vous dites retraite, mais la plupart des gens à la retraite ne se lancent pas en politique parce que être maire, c'est quasiment un job et demi, c'est à temps plein et demi, ça n'arrête jamais, il y a tellement de choses. Les gens ont de la difficulté à comprendre la charge de travail d'un maire d'une municipalité québécoise, ça n'arrête jamais. Donc, ce n'est pas vraiment une retraite que vous vivez. Et donc, ma question, c'est pourquoi? Parce que vous avez eu une belle carrière, 35 ans, dans des conseils d'administration, vous avez eu une carrière très diversifiée. Et là, vous mettez tout ça de côté, vous prenez votre retraite, puis vous lancez dans un défi aussi gros, sinon plus gros que tout ce que vous avez vécu précédemment. Donc, pourquoi ressentir ce besoin de redonner au prochain? Comment aider votre voisin? Comment a été prise cette décision-là? Moi, ça fait longtemps que je suis impliqué à Val-David. Hein. Donc, depuis que je suis arrivé à Val-David, je participe aux réunions du conseil municipal. J'en ai pas manqué beaucoup là, dans toutes ces années-là. Et pour moi, je sentais qu'avec ce qui se passait à Val-David, avec l'expérience que j'avais, que je pouvais contribuer et que je pouvais apporter quelque chose à la communauté. Donc, quand tu as passé ta vie dans le milieu syndical à servir les gens, puis à représenter les gens, pour moi, c'était un peu une continuité, là. Donc, Extension, OK, je c'est comprends. difficile de se détacher de ça quand c'est dans notre ADN de travailler pour les gens puis de représenter les gens. Donc, et j'avais vraiment le sentiment que je pouvais, avec mon bagage, que je pouvais contribuer à la municipalité. Et quand je regarde le poste que j'ai actuellement, les défis qu'on a devant nous, moi, je pense que j'ai ce qu'il faut pour livrer la marchandise et faire en sorte de faire arriver pour que Val-David soit en meilleure position qu'il n'a jamais été. Donc, Dernière oui. petite question. Au cours des 100 premiers jours de votre premier mandat, est-ce qu'il y a une chose qui vous a surprise plus que les autres au niveau de la gestion municipale, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas ou quelque chose qui vous a juste, oh, ça c'est différent de ce que je pensais. Je savais qu'on avait des enjeux importants, comme l'école, la sapinière, ces choses-là, les finances, mais disons, l'ampleur des choses à faire arriver. Exemple, l'ampleur des travaux à réaliser pour nos immeubles, notre parc immobilier, ces choses-là. L'organisation aussi, parce que ça fait partie des choses que je regarde actuellement. Donc, tout ce qu'il y a au niveau de la gouvernance, ces choses-là. Donc, il y avait un manque au niveau de structure, au niveau de la gouvernance qu'on est en train de regarder pour améliorer. Donc, on va mettre des nouveaux outils en place pour améliorer la gouvernance, assurer des meilleurs services aux citoyens. Mais je savais qu'il y avait du travail à faire, mais
Disons qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que je pensais. Mais c'est toujours comme ça, hein, je veux Puis dire. ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que la gestion d'une municipalité, ça n'arrête jamais. Jamais. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas une semaine qui arrive sans qu'il y ait une crise à gérer, un imprévu à faire face. Il y a toujours quelque chose. C'est inévitable. Éteindre des feux en tant que maire, c'est tout le temps. C'est notre quotidien qu'on a parce que c'est ça. C'est un gouvernement de proximité. Donc, il faut que tu t'attendes qu'en étant un gouvernement de proximité, donc tu es dans le quotidien des gens, donc tout ce qui touche le quotidien vient tout de suite vers nous. Donc, que ce soit au niveau de l'entretien des routes, le déneigement, ramasser les poubelles, faire n'importe quel service qu'on rend. Donc, de suite, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des réactions qui nous arrivent continuellement à chaque journée. Et c'est ça qui est le fun aussi parce que Oui. c'est très diversifié, on touche à tout. Ouais. Et c'est ça qui fait que la job est intéressante aussi, là. Moi, en tout cas, depuis le début, j'aime beaucoup le travail de maire, là. J'aime beaucoup ça, là, puis je trouve ça très intéressant. Yes, sir. Merci beaucoup, M. Rochelot. C'était très agréable de parler avec vous. Très instructif également. Au plaisir de refaire ça bientôt avec vous. Puis les gens peuvent donc aller discuter avec vous les troisièmes dimanches de tous les mois, sauf les mois de Juillet et août. Parfait. Donc, Ouais. je vous remercie. C'était bien gentil de nous accorder un petit peu de votre temps. Ben, ça me fait plaisir. N'importe quel temps que vous voulez faire une autre entrevue, ça va me faire un plaisir. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci bien. Bye bye.